BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et l'interview, c'est avec Florence Lutzmann, présidente de la Fédération française de l'assurance. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, cette récente étude de la Fédération sur le coût, justement, on est en pleine COP26, des aléas climatiques, des dégâts climatiques. Vous avez estimé un coût 2 fois plus horizon compte à 43 milliards d'euros. Est-ce que l'assurance va pouvoir absorber et prendre en charge cette hausse des sinistres climatiques ? Alors revenons peut-être juste un instant oui, on va le détailler, sur cette étude pour détailler le montant que vous avez évoqué. Donc effectivement, c'est 2 fois plus que sur les 30 dernières années. Alors, plus de la moitié en fait de cette augmentation, elle est due tout simplement à l'augmentation de la masse assurable. C'est-à-dire à l'augmentation des richesses dans notre pays. Ça veut dire aussi qu'on peut agir, parce que si on a un développement maîtrisé au plan local, eh bien on peut évidemment réduire cette empreinte climatique et c'est l'impact de ces catastrophes naturelles à venir. Donc ça, c'est le premier point. On peut agir en fonction du développement de nos villes en particulier. Le deuxième facteur, eh bien, c'est le facteur climatique qui explique à peu près un tiers de cette augmentation. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une explosion, une multiplication par 3 des sécheresses. On voit également une très forte augmentation des inondations. Mais là aussi, on peut agir. On peut agir parce qu'aujourd'hui, on a plein d'instruments, on a des cartographies, on a des données, on sait qu'il y a des mesures de prévention qui sont efficaces. Mais aujourd'hui, alors même qu'il y a une vraie prise de conscience chez les Français, on a sorti le 13 octobre. Souvenez-vous, le 13 octobre dernier, c'était la journée mondiale des catastrophes naturelles. Nous avons à cette occasion sorti une étude qui montre que nos concitoyens sont plus de 80% à penser que, y compris dans leur environnement immédiat, les catastrophes naturelles vont augmenter. Donc plus de 80%. Et pourtant, ils ne sont que 30% à avoir pris des mesures pour protéger leur habitat. De la même façon, il y a des communes à risque dans notre pays et il y a des plans communaux de sauvegarde qu'il faut mettre en œuvre pour protéger ces communes. Il y en a encore plus de 30% qui n'ont pas mis en œuvre ces plans de sauvegarde. Et puis, je pourrais rajouter des exemples. Les entreprises, par exemple. Les entreprises font des plans de continuité d'activité. Et finalement, il y a assez peu d'entreprises qui intègrent la menace des catastrophes naturelles dans ces plans de continuité d'activité. Donc vraiment, on peut agir, il faut qu'on se mobilise et au-delà du fait que tout le monde a bien conscience que ces événements vont se multiplier, il faut qu'on adopte tous une attitude responsable et une culture des risques. On est en période de transition, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on constate, on subit aujourd'hui, vous dites qu'il y a des méthodes, qu'on doit prévenir le danger, prévenir les risques. Quels sont ces outils de prévention concrètement qui sont à notre disposition dès aujourd'hui ? Donc les grands outils de prévention, c'est l'éducation. Ça peut être au plan local des journées dites à la japonaise, parce que c'est ce qui se pratique au Japon. Donc on met les gens localement en situation de façon à ce qu'ils aient les bons actes réflexes. À chaque fois qu'il y a des catastrophes, de grandes catastrophes naturelles, eh bien il y a des drames humains, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir, et ils le disent dans notre enquête, ils iront quand même chercher leurs enfants à l'école, alors qu'il ne faut surtout plus prendre sa voiture. Ils iront essayer de sauver leur véhicule, qui est au 4e sous-sol, qui est déjà complètement inondé. Mais on ne peut pas savoir quel réflexe on aurait en plein milieu d'une catastrophe. Donc il faut s'y préparer. Il faut effectivement mettre en œuvre toutes les obligations. Il y en a déjà énormément. Je parlais des plans de sauvegarde pour les communes tout à l'heure. Et puis nous, assureurs, nous agissons également par nos investissements. L'argent que vous nous confiez, il est placé. Et avec ces investissements, nous favorisons la transition écologique. On y reviendra juste après, mais sur ces aléas. Alors, si on met en avant la prévention, est-ce qu'on peut imaginer à l'autre bout du spectre que des zones trop exposées ou qu'ils n'auraient pas mis en place de la prévention ne soient plus assurées ? Est-ce qu'il y aurait des risques qui ne seraient plus assurables ? C'est pas du tout la façon dont nous voyons les choses aujourd'hui. Nous avons la chance, nous sommes le seul pays au monde à avoir un régime qui est le régime des catastrophes naturelles, qui est un régime
universel et solidaire. Ce qui veut dire que dès l'instant où vous êtes assuré contre les dommages, vous êtes automatiquement couvert contre les risques de catastrophes naturelles. Et ce, pour une somme modique, puisque pour un particulier, c'est environ 25 € par an. Mais ça, est-ce que ça va pouvoir perdurer, justement? On a du mal à le croire. L'équilibre du régime, l'équilibre financier de ce régime, vous avez raison, il est tendu aujourd'hui. Mais avant d'envisager des mesures tarifaires, il faut vraiment mettre en œuvre tous les outils, toutes les facultés de prévention et de culture du risque qu'on vient d'évoquer. Et donc là, vous parliez justement des engagements avec des actifs verts qui sont gérés par les assureurs. Là, il y a une feuille de route et il y a des premiers engagements. Alors, nous avons commencé les engagements déjà en 2017. C'était un engagement de sortie du charbon. Donc, nous poursuivons notre route. Et par exemple, en 2020, nous avons désinvesti 2 milliards d'euros du charbon. Nous avons augmenté de 30% nos investissements verts pendant l'année 2020. Et puis nous venons de prendre un nouvel engagement pour répondre à la priorité du moment. La priorité, c'est d'engager la transition sur les énergies fossiles non conventionnelles. Et nous venons de prendre un engagement en ce sens. Vous parlez des mesures qui sont disponibles en France, bien sûr, c'est ce que vous représentez, mais est-ce que cet enjeu n'est pas plus grand que cela? Est-ce qu'il ne faut pas prendre, vous allez aller à la COP 26 cette semaine, prendre des engagements européens, mondiaux, modifier les législations pour voir plus grand finalement dès maintenant? Bien sûr, vous avez absolument raison, le sujet est mondial. Mais s'il faut attendre que tout le monde se mobilise, à ce moment-là, on ne fera jamais rien. Donc je crois qu'on peut donner l'exemple, on peut aider notre industrie à se transformer. J'entends des réponses trop faciles. Arrêtez de financer, arrêtez d'investir, arrêtez d'assurer. Mais ce n'est pas le sujet. Parce qu'à ce moment-là, on va mettre à l'arrêt des pans entiers de notre économie. C'est vraiment pas le sujet. Il n'y a pas des années, peut-être dans 2-3 ans, où on se dira non, on n'assure plus les projets gaziers, les projets pétroliers. Il faut financer, il faut aider les entreprises à se transformer. Il faut transformer notre industrie européenne, notre industrie française. Les assureurs sont là pour ça. Avec des engagements forts. Je notais qu'AXA qui promet de ne couvrir que les pétroliers crédibles sur la transition énergétique. Il faut donc passer justement une étape, a promis de se montrer plus exigeant avant de couvrir des acteurs de l'industrie pétrolière et gazière. Donc on va se détourner peu à peu pour accompagner cette transition. Absolument, il faut favoriser les acteurs qui s'engagent dans cette transition et évidemment surtout pas leur couper les investissements ou l'assurance au moment où justement ils engagent cette transformation. Vous parliez de montrer l'exemple tout à l'heure en tant que représentant des assureurs français. Est-ce qu'il y a des exemples de notre côté à prendre chez nos voisins dans ce domaine? Écoutez, c'est ce qu'on va voir en particulier à la COP26. Mais c'est vrai qu'avec notre régime de catastrophes naturelles, nous faisons aujourd'hui plutôt figure de bons élèves dans la classe européenne. C'est en tout cas un régime que beaucoup de nos voisins nous envient. Je prendrai un exemple, les tempêtes, les inondations meurtrières en Allemagne cet été. Eh bien, seulement 46% des gens étaient assurés contre le risque d'inondation. On parle du risque climatique. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur cette pandémie et les futures pandémies? On se demande si, au final, quelque chose a été mis en place, si finalement on a quelque chose pour ces futures pandémies. On s'est agité un temps et on a l'impression que rien n'en est sorti. Alors, nous avons fait une proposition qui s'inspire justement de ce régime des catastrophes naturelles, parce que le grand avantage de l'assurance, c'est de permettre la mutualisation sur le plus grand nombre. C'est comme ça que sur les catastrophes naturelles, eh bien, on arrive à cette somme relativement modique de 25 € en moyenne pour les particuliers. On s'est dit, on va essayer de transposer ça aux conséquences économiques des grandes catastrophes telles que la pandémie. Et on s'est dit, effectivement, quand il y a des secteurs qui sont fermés économiquement pour une raison ou une autre, la pandémie par exemple, il faut pouvoir assurer les conséquences économiques d'une telle fermeture évidemment décidée par les pouvoirs publics. Donc nous avons mis cette proposition sur la table, qui serait un régime qui serait obligatoire, comme le régime de catastrophe naturelle, et qui permet précisément d'assurer ce type de situation
à un prix modique. On a quand même l'impression que les prix ne vont pas aller dans le bon sens dans les années qui viennent. En réalité, à cause de la multiplication des risques, justement, ce serait parfaitement logique. Alors, quand les risques augmentent, effectivement, les prix augmentent, les tarifs d'assurance augmentent. Mais encore une fois, on peut agir en amont. Il ne faut pas laisser les risques dériver, il ne faut pas laisser les risques déraper. On les étudie. Nous, ça fait 20 ans qu'on a créé la mission risque naturel qui a précisément pour objet d'étudier ces phénomènes naturels, d'étudier les techniques de construction, par exemple, qui permettent de mieux résister en cas de catastrophe. Donc, il faut vraiment se transposer et préparer le monde de demain pour les générations futures en faisant beaucoup plus de prévention et en développant cette culture de risque qui nous manque encore un petit peu aujourd'hui. Merci Florence Lussmann, présidente de la Fédération française de l'assurance. Merci d'avoir été avec nous. Il me semble que vous prenez aussi prochainement la direction de Glasgow pour la COP 26.